Bonjour à tous et bienvenue. On va explorer les tréfonds d'Internet. Il se passe quoi quand on fait une recherche sur Internet et comment tout est relié? Et pour en parler, je suis avec Benoît et Mathieu, qui sont formateurs à la Wellcome School. Je vous laisse vous présenter. Du coup, je suis formateur. Moi, je suis arrivé à la Walcott School en septembre de l'année dernière et je forme actuellement des personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui veulent devenir des développeuses et plus particulièrement des développeurs et développeuses sur les stacks JavaScript. Voilà, l'écosystème JavaScript pour faire du développement de sites web. Voilà pour moi. Impec. Eh ben, je vais pas dire depuis combien de temps je suis là. Ça fait trop pour moi. Mais je fais le même travail que Mathieu. Donc voilà, je suis formateur JS React aussi, comme Mathieu. Aujourd'hui, on va vous parler de ce qui se passe quand on fait une recherche sur Internet. Et avant de commencer, on a une question pour vous. Est-ce que vous connaissez cette photo? Déjà de un. Et si vous la connaissez pas, à votre avis, il se passe quoi et c'est quoi le rapport avec le thème du jour? Il y en a un, on vous assure, hein, ça peut paraître un peu étrange là comme ça, mais vous allez vite comprendre. Donc vous le voyez, hein, c'est, une vieille dame avec, une scie qui est en train de couper du bois ou que sais-je et en fait, cette vieille dame a coupé tout l'internet d'un pays, rien que ça. Bah, elle était à la recherche de cuivre, dans la forêt et elle est tombée sur un câble qu'elle avait jamais vu et elle s'est dit, «Ah, pas mal, bonne pioche», donc elle l'a sectionné et en fait, ça a coupé internet dans toute l'Arménie. On a une petite vidéo qui vous l'explique un peu. A 75-year-old woman in Georgia accidentally cut off internet services to the entire country of Armenia while she was scavenging for copper cable to sell. The woman was hunting for copper cable beside a train track near the village of Kasani when she came across a fiber optic cable which she sliced open to see what kind of metal was inside. In doing so, she cut off internet services to the entire country of Armenia, as well as cutting off internet to large parts of Georgia and Azerbaijan, leaving 3.2 million people without internet. When she was questioned by police, she said, "I don't even know what the internet is." Internet services were restored 12 hours later, and the woman was temporarily released from police custody due to her old age. I couldn't find any follow-up information on whether she was charged or not. Bon alors comme il le dit, on ne sait pas vraiment le fin mot de cette histoire, si, la dame a été, condamnée ou pas. On espère que non. Mais, 1 info du coup, internet fonctionne via des câbles et non pas, que par satellite. Ça peut être une info, nouvelle pour certains. Il y en a qui le savaient, déjà. Vous avez tout un réseau de câbles, donc qui relie internet partout dans le monde. Ça c'est, donc du coup la carte qui montre tous les câbles, tous les circuits par lesquels, internet passe. Mais, ça sous-entend également qu'il y a des câbles, comme vous le voyez, qui passent, bah, sous la mer et donc il y a des gens dont le métier, c'est d'aller mettre des câbles sous la mer, sous l'eau, pour que internet puisse passer d'un pays à l'autre. Je sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo, mais, c'est une vidéo d'un requin qui tombe justement sur un câble sous l'eau et qui essaye de le croquer et vous allez voir à quel point c'est des câbles qui sont extrêmement, robustes parce qu'il se passe, rien. Donc là, clairement, on voit la grosseur du câble. Clairement, on peut pas juste le découper comme ça. C'est quand même, des matériaux qui sont pensés pour tenir internet plutôt sur l'aspect, technique, filaire. Mais quand on fait une recherche sur internet, il y a aussi tout un pan de ce qui se passe dans la machine et c'est là où Benoît et Mathieu vont plus nous expliquer, ce qui se passe vraiment. Quand vous faites une recherche, déjà, il vous faut, a priori un moteur de recherche. Justement, j'aime bien ton image, Fanny, parce que ce qu'on voit là, ce sont plusieurs moteurs. C'est-à-dire que vous avez certainement l'habitude de faire des recherches via celui qui est tout bariolé en bas, Google. Mais en fait, il y a plein d'autres moteurs qui existent. Alors, attention, ça ne veut pas dire que ces moteurs sont forcément indépendants de Google. Typiquement, moi, j'utilise Lilo beaucoup plus souvent. Lilo, en fait, se basait historiquement sur des recherches faites par Google. Simplement, ce qu'il faisait, c'est qu'il filtrait tout ce qui était vie privée. C'est-à-dire qu'il faisait transiter, lui, les requêtes via Google, mais en fait, il anonymisait toutes les informations qui peuvent venir de vous. Et comme ça permettait quelque part d'être un peu plus sécure. Et en plus, il récupérait une partie de ce que lui reversait Google pour financer des projets, etc. Bon. DuckDuckGo, Ecosia, Compte, tout ça, ce sont des concurrents qui ont plus ou moins des stratégies similaires ou un peu indépendantes de Google, de Bing ou d'autres. Donc, des fois, ils sont interpellés, des fois non. Historiquement, Yahoo et Google, justement, ont été un peu concurrents sur plein de choses. Yahoo était un annuaire quand Google était un moteur de recherche. Voilà, maintenant, ils font un peu les deux. Mais c'est le moteur de recherche qui l'a emporté. Donc, vous avez moyen d'utiliser plusieurs outils pour faire votre recherche Internet. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, tout bêtement,
vous êtes sur votre ordinateur, votre téléphone ou votre montre connectée éventuellement, et vous tapez quelques mots dans une barre de recherche. À ce moment-là, en fait, l'élément que vous avez utilisé, typiquement, voilà, ce genre de visuel, l'élément que vous avez utilisé pour faire ça devient ce qu'on appelle un client. Et en fait, ce client va poser une question. En fait, ce que vous avez tapé dans votre barre de recherche, c'est une question qui va être envoyée sur Internet. Et cette question, elle va essayer de trouver le serveur qui va pouvoir lui trouver la meilleure réponse. Donc, votre client, chez vous, va envoyer une question quelque part et va attendre une réponse d'un serveur. Voilà concrètement ce qui se passe de A à Z quand vous faites une recherche Internet. Et donc du coup, quand on parle de requête, la requête, c'est le fait de taper quelque chose, enfin de poser une question au moteur de recherche? Ouais, Alors, c'est ça. oui, vas-y, monsieur. Ouais, c'est ça complètement. On regardera peut-être un petit peu dans le live si on a un peu le temps, mais grosso modo, le moteur de recherche va préparer un petit fichier texte, donc vraiment des données très textuelles, très, très brutes, dans lesquelles, il va mettre, sa demande, à quel, serveur il veut s'adresser, quelles ressources il veut utiliser. Est-ce qu'on veut aller sur, la page Google Drive ou plutôt sur la page de recherche Google, mettons? Et ce fichier texte est envoyé à destination du serveur qui va gérer justement la demande. Et une fois qu'il l'a entre les mains, il va vérifier si la ressource existe bien chez lui. Si la ressource existe bien, il va préparer la page HTML de son côté. Il va la renvoyer à travers les flux réseau, à travers, les câbles internet typiquement, et ça va arriver sur notre navigateur et les données vont être lues et vont être transcrites à l'écran, tout Ce qui simplement. est ce qui est intéressant à noter, dans ce que tu dis là, c'est que, un fichier va, en fait, on va juste appeler un fichier. Donc ce fameux fichier, le problème, c'est que votre ordinateur, enfin, je parle d'ordinateur parce que moi j'ai l'habitude de faire mes recherches par ordinateur, mais il faut bien comprendre votre périphérique de base, hein. C'est-à-dire vous pouvez le faire, hein, par téléphone, par montre, par ce que vous voulez, même des fois votre chaîne de télé ou quoi que ce soit, enfin, fait ce genre de recherche. Donc il va poser la question, mais le problème, c'est à qui en fait il la pose cette question? Et bien typiquement, il va la poser au premier serveur auquel il est connecté. Et systématiquement, sur le réseau Internet, donc tout cet ensemble de câbles et tout qui passe soit par mer, soit par terre, et Fanny, en fait, ça peut passer par satellite, mais effectivement, c'est plutôt par terre ou par mer. Le truc, c'est il va en permanence, chaque périphérique va être connecté sur ce réseau en ayant une adresse, un numéro en fait. Cette adresse, ce numéro, c'est ce qu'on appelle une adresse IP. Donc, votre adresse IP, de base, elle permet de vous joindre. Donc, votre ordinateur, enfin, votre périphérique de client, lui, il sait que s'il a besoin de poser une question, il va la poser au plus proche chez lui sur le réseau. Et donc, très souvent, ça va être votre fournisseur d'accès à Internet. Si vous êtes chez Free, en fait, vous allez requêter en fait, le serveur de Free en lui disant: Hé, s'il te plaît, j'ai besoin de cette info-là. Est-ce que tu sais où est-ce que je pourrais la trouver? Par exemple, vous cherchez la recette de la tarte aux fraises. Et dis-moi, la tarte aux fraises, ça parle de tarte. Alors moi, je ne sais pas faire des tartes, mais je connais quelqu'un, donc un autre serveur, qui lui s'occupe des recettes de tartes. Ok, bah, je lui envoie ta question et on va voir si lui il a la réponse. L'autre serveur reçoit ça et dit: recette de tarte, recette de tarte. Alors, moi, je ne sais pas le faire, mais je sais qui est spécialiste de ce type de tarte et je vais lui demander s'il sait faire les tartes aux fraises. Et votre requête, comme ça, elle chemine jusqu'à trouver le bon serveur qui lui dit: ouais, ouais, moi je connais la recette. J'en ai 150 000 exemplaires, si tu veux, je te les renvoie. Il les renvoie à celui qui lui a posé la question. Et ça redescend comme ça, en cascade, jusqu'à votre fournisseur d'accès Internet qui dit: bah tiens, client qui m'a demandé ça, voilà tous ceux qui sont au courant. Et après, à vous de cliquer sur les liens qui sont générés dans votre résultat de recherche. Mais justement, est-ce que tu as un alors la question est peut-être trop large, mais est-ce que tu as une sorte de catalogue où il y a justement, une base de données avec toutes les réponses? Et est-ce que tous les moteurs de recherche utilisent la même base de données ou pas? La réponse est non. Tous les moteurs de recherche, développent, enfin en tout cas la plupart développent leurs propres robots pour aller indexer internet. Donc les robots, c'est des petits programmes qui vont aller se balader de lien en lien sur des sites et qui vont, à chaque fois qualifier les sites. Ils vont noter les sites. Est-ce que le site, nous affiche de bonnes données? Est-ce que ça a pas l'air craignos comme site? Et cetera, et cetera. Et en fait, ces robots-là vont parcourir un petit peu toute la toile et c'est comme ça que la plupart des moteurs de recherche vont constituer, leur base de données, de sites qu'ils ont eux-mêmes indexés. Alors je dis la plupart parce qu'on a certains moteurs de recherche qui vont se reposer sur, d'autres moteurs de recherche, ce que tu disais tout à l'heure Benoît justement. Mais, et voilà. Et la première partie de ta question, c'était, je me souviens plus. C'était sur la base de données. Est-ce que, toutes indexent toutes les données?
qu'elles ont ou pas? Parce Toutes qu'il les y a un peu données, Alors il y a un peu là, le là cas comme ça, du je te dark dis web, tu sais, où tu as des données mmh. qui sont pas accessibles sur d'autres, navigateurs. Enfin, c'est peut-être un autre sujet du coup, mais Non, on là peut non, parler un petit peu, hein, vas-y Benoît, hein. ça peut être la suite. Non, mais c'était pour compléter, ça peut être la suite. C'est que, quelque part, ce que dit Mathieu, là, on rentre sur la partie, hem, utilisation, quelque part, du réseau en termes de commerce. C'est-à-dire que Google va avoir sa propre base de données avec ses propres résultats en priorité, comme Bing va avoir les siens, et cetera. Mais, quelque part, la question que tu poses, Fanny, elle soulève le problème un peu de ce qu'on appelle le dark web, le deep web ou tout ça, hem, qui est le fait que internet, il faut bien le découpler du web. Internet, c'est vraiment ce système de connexion entre des périphériques. Donc internet, c'est les câbles, c'est les satellites, c'est n'importe quoi que vous allez mettre en place qui va permettre à 2 périphériques d'être connectés et quelque part de pouvoir échanger des informations. Je Et en rebondis un fait petit peu, je rebondis un petit peu là-dessus. Internet, c'est le diminutif de interconnexion network de souvenirs. Donc, en fait, historiquement, on était tous capables, partout dans le monde, dans les années, je sais pas, dans les années 60-70, de créer des mini-réseaux à droite et à gauche. Et en fait, internet, ça a été cette espèce de couche qui a été rajoutée, qui a permis de connecter justement tous ces mini-réseaux qu'il y avait partout partout dans le monde. Et c'est l'internet qu'on a aujourd'hui, en fait. On va communiquer avec, une entreprise qui a différents serveurs dedans, on va communiquer un data center et cetera et cetera. Donc tous ces mini réseaux-là sont interconnectés entre eux. C'est d'où le terme internet, hein. voilà, et ben justement, et quand tu parles de mini réseau, et ben en fait, là, il y a la notion de protocole qui rentre en jeu. Et en fait, pour aller sur Internet, il faut dire, mais est-ce qu'on peut, est-ce qu'on parle tous le même langage? Est-ce qu'on cherche tous les mêmes choses, etc. Donc, il faut quelque part ramener un peu son passeport de moi, je parle français, moi, je parle allemand, moi, je parle chinois. Et, et du coup, ben, je te laisse enchaîner, Mathieu, mais c'était vraiment Ouais. pour le côté. Non, parce qu'on me dit dans l'oreillette que je parle trop. c'est pas Non, grave. par rapport au protocole, ce que tu es en train de raconter, c'est tout à fait juste. On a, plein de machines éparpillées partout dans le monde, mais elles parlent pas toutes de la même manière, pas le même langage et cetera et cetera, et les protocoles sont justement là. C'est vraiment le sens strict du terme, hein. Un protocole, c'est un ensemble de règles qui sont établies et qui permettent à 2 entités de pouvoir communiquer ensemble. Bah, c'est exactement pareil pour les machines, et donc tout à l'heure, tu parlais, Benoît, de l'IP, qui est un protocole en soi et qui permet d'identifier chacune des machines qu'il y a sur un réseau. C'est comme une adresse postale qu'on a pour, glisser une lettre dans notre boîte aux lettres, c'est exactement pareil, hein. Donc on a besoin de ça, on a besoin d'autres protocoles qui permettent, aussi de faire transiter les paquets sur, donc les données à travers les réseaux, à travers les câbles dont tu parlais au tout début, Fanny. Donc à ce moment-là, on va par exemple utiliser le TCP qui est assez connu, ou alors le protocole UDP qui est très utilisé dans le streaming notamment. Et voilà, avec ce petit mélange de protocoles-là et avec toute l'infrastructure qu'on a à travers les câbles, bah, c'est les fondements même d'internet en fait, de ce qu'on tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et est-ce que tu pourrais nous enfin, est-ce qu'un d'entre vous pourrait nous montrer un peu ce qui se passe en «off» entre guillemets, quand on fait une recherche, qu'est-ce qui se passe dans un serveur? Enfin, comment ça Mmh. fonctionne? Comment ça s'articule? Alors à gauche, on a donc, navigateur web, donc c'est comme si j'allais sur internet, faire une recherche ou aller sur un site. J'ai créé un site extrêmement simple, c'est un site sur lequel, c'est un site qui permet d'avoir des mots de passe, de générer des mots de passe, hein. Donc actuellement, le serveur que j'ai, n'est pas en marche, donc le site, quand j'essaie d'accéder dessus, ça ne fonctionne pas. Et là, à notre droite, je me suis connecté à distance sur un serveur que je loue quelque part sur internet. On peut louer des serveurs pour héberger des sites web, et là, actuellement, je suis connecté dessus sur mon terminal. Donc je vais démarrer le serveur. Alors dans ce serveur-là, par exemple, j'ai créé 2 types de serveurs, ils font exactement la même chose. On va faire le PHP, par exemple. Zut, je vais y arriver. Tac. Donc là, je suis dans le code de mon serveur PHP, et si je veux le démarrer, j'ai juste une petite ligne de commande à faire. Hop, source et main. Et là, le serveur est lancé. Alors, un serveur, quand je parle de serveur, ça peut désigner plusieurs choses. On a le côté, on va dire hardware. Un serveur, ça désigne tout simplement une machine qui est connectée en permanence et qui veut essayer de recevoir des requêtes. Là, je suis directement connecté sur le système d'exploitation, et en fait, quand je démarre mon programme, je démarre en fait le serveur, tout simplement. Donc mon programme va tourner en boucle et il va attendre, tout le temps que des personnes de l'extérieur viennent le solliciter, viennent, lui soumettre des requêtes. Et donc on va lui en soumettre une requête,
Alors, si j'ouvre un petit peu ceci, tac, on va regarder ça un peu en détail après, mais pour l'instant, on va se concentrer sur l'écran client à gauche. Donc là, mon serveur est allumé et lorsque je vais sur la page, tac, on voit qu'ici, j'ai mon serveur qui a bien reçu une requête. Alors, normalement, la requête, je la reçois bien, mais je l'ai anonymisée. Et mon serveur reçoit également ce qu'on appelle le user agent. Donc, le user agent, c'est une espèce d'identifiant qui provient du client qui a émis la demande. Donc, le client, ici, ça a été mon navigateur à gauche. Et donc, mon serveur sait que je suis sur Mozilla, il sait que je suis a priori sur Windows, et que j'utilise Firefox en version 125. On pourra peut-être en reparler par la suite dans nos échanges, mais là, on voit que manifestement, notre serveur, il a quand même déjà pas mal de données qui viennent de nous. Donc, le serveur a reçu la requête, il a préparé la page de son côté, donc il l'a construite, et ensuite, il me l'a renvoyée. Et là, mon navigateur, qui est chez moi, qui est en local sur mon ordinateur, affiche le résultat qui est affiché par le serveur. Donc, c'est tout simplement afficher une page web simple avec écrit dessus « Obtenir mot de passe ». Si je clique dessus, je vais de nouveau solliciter mon serveur et mon serveur va m'envoyer un mot de passe. D'accord ? Voilà, dans les très grandes lignes. Ensuite, si on veut, on peut rentrer un petit peu plus dans le détail et ça rejoint ce qu'on avait dit tout à l'heure. Notre navigateur, lorsqu'on va vouloir cliquer sur un lien sur internet, lorsqu'on va vouloir se balader sur un moteur de recherche, etc., notre navigateur va formuler sa demande sur un fichier texte dans lequel il va mettre je veux solliciter tel serveur pour avoir telle ressource. Et ce fichier texte, on peut y avoir accès justement avec un débugger sur un navigateur. Donc tous les navigateurs proposent un débugger. Et si je vais dans la partie network, je vais zoomer un tout petit peu. Hop, si jamais je recharge la page, on voit qu'ici, j'ai bien reçu une réponse 200. Donc 200, ça veut dire que mon serveur a renvoyé une réponse qui était valide. Et si on regarde un petit peu dans le détail, on peut regarder le fameux fichier texte qui est préparé par le navigateur. Si on va dans le header et qu'on fait ici raw, hop, on a ici le texte brut de la requête qui est envoyée par mon navigateur. Mon navigateur écrit automatiquement ce fichier texte-là, et c'est ce fichier texte qui est envoyé à travers le réseau jusqu'au serveur. Et donc le serveur, une fois qu'il l'a reçu, il va voir justement mon user agent, il va voir la ressource que j'utilise. Donc la ressource que je vais utiliser du côté du serveur, c'est le /home pour afficher la page home de ma page. Et puis voilà, une fois que le serveur a reçu ça, il construit la page, comme j'ai dit, et il renvoie la réponse, donc la page construite, ce qu'on a ici, sur mon navigateur. Voilà, je ne sais pas si c'était clair. Est-ce que, si c'est assez clair, mais est-ce que tu pourrais montrer éventuellement par où ça passe concrètement? Parce que là, tu montres le serveur d'arrivée et tu montres quelque part le client de base. Il faut bien comprendre que ce qu'est en train de montrer Mathieu là, c'est sur la partie gauche de son écran, c'est le client. C'est là typiquement le navigateur de son ordinateur. Ça n'a rien à voir avec le serveur qui est sur l'écran de droite. Et attention, il peut avoir les deux sur son ordi, mais ce sont bien deux éléments très distincts. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de communiquer directement quelque part? Est-ce que tu pourrais faire un petit passe-route ou quelque chose comme ça pour… Oui, complètement. Ce que je peux vous proposer, c'est de visualiser directement sur un site que j'aime bien, qui est Tracerroute. Hop, je crois que c'est lui, ou alors c'est… évidemment, j'avais j'avais un petit site tout sympa, mais je l'ai plus sous la main. Si vous me permettez un petit instant, je vais juste le retrouver. Hop. En attendant, on a Anxi qui nous dit via ton serveur, est-ce que tu peux bloquer certaines connexions, Mathieu? En attendant que Mathieu cherche. Enfin, si tu veux répondre, je ne vais pas te… Oh, vas-y, le temps que je charge. Hop. Ça va, il a chargé. Mais pour répondre rapidement, puis je pense que Mathieu approfondira ma réponse, mais oui, bien sûr, aussi, tu peux bloquer ce que tu veux, en fait, quelque part. Tu peux très bien bloquer un user agent précis, tu peux bloquer une adresse IP, tu peux bloquer, en fait, ce que Mathieu a montré, c'est que là, son serveur était au courant de quelques infos. C'est parce que Mathieu a voulu le montrer, ça. Mais en fait, le serveur est au courant de bien plus d'informations que ça, parce qu'en réalité, ton client va envoyer énormément de choses. Après, le client n'envoie peut-être pas des vraies choses. Le serveur ne peut peut-être pas tout analyser. D'accord? Donc, dans l'idée, c'est le serveur et le client ne se font pas confiance de base. Donc, il faut que les deux montent patte blanche pour vraiment communiquer. Donc, oui, pour faire court, tu peux bloquer certaines connexions. Mais tu peux faire bien plus que ça. Oui. De toute manière, tu sais mettre à bord sur ton serveur. Donc, effectivement, tu peux à peu près bloquer tout ce que tu veux. La difficulté étant, par exemple, on a des sites qui veulent essayer de bloquer
certains bots qui vont par exemple provoquer des attaques DDoS. Alors, ce qu'on appelle des attaques DDoS, imaginez-vous, vous êtes dans une bibliothèque, vous avez une personne qui est à l'accueil et vous allez lui demander de temps en temps de retrouver un bouquin dans la bibliothèque. Internet marche à peu près de la même manière, hein. Quand je rentre dans la bibliothèque, j'ouvre mon navigateur web et quand je veux demander un livre et que je vais à l'accueil, c'est lorsque sur mon navigateur web, je clique, je vais sur une URL particulière et que je veux obtenir une page web. Une attaque DDoS, ça consiste à, vous imaginez votre bibliothèque, vous imaginez une petite bibliothèque du quartier dans laquelle vous faites rentrer des milliards de personnes d'un seul coup. Donc évidemment, ça va être le chaos complet, tout va être bloqué, vous n'aurez jamais la réponse à votre question. Bref, et donc, pour en revenir au sujet initial par rapport au fait qu'on veut bloquer des choses, on a certains serveurs qui essaient de mettre en place des blacklists, justement, de serveurs un petit peu, de sources un petit peu frauduleuses pour essayer de limiter ce genre d'attaque, par exemple. Et donc ici, si je reviens au niveau de la route qui a été faite par ma requête, alors là, je suis parti sur... Alors, j'ai utilisé un petit service en ligne qui nous permet d'avoir une petite map en 3D, c'est plutôt sympa. Ce service en ligne nous permet de partir sur un ordinateur quelque part dans le monde. Donc, j'ai dit, bon, je veux partir d'un ordinateur qui se trouve à Strasbourg et je veux aller sur mon serveur sur lequel, tout à l'heure, on a pu réussir à obtenir un mot de passe. Et ce service-là, voilà, il nous met voilà, toutes les requêtes qui ont été jouées. Donc, on voit qu'effectivement, quand je pars de Strasbourg, a priori, j'arrive à Paris. Et ensuite, je vais à Sartrouville, que je ne connais absolument pas. Et là-dedans, donc a priori, c'est quelque chose qui est proche de Paris. Là-dedans, il doit y avoir un data center dans lequel, le terminal que vous voyez à droite, dans lequel il y a le serveur sur lequel je me connecte avec le terminal à droite, pardon. Voilà. Mais on peut avoir plein d'autres exemples de requêtes. Par exemple, pour reprendre un petit peu cet aspect de réseau par lequel on passe, avec un petit peu de rebond de serveur en serveur. Par exemple, si je vais sur ce site-là, mettons, donc c'est un site qui est au Japon, hop, on voit qu'ici, ma requête, donc j'étais à Strasbourg, donc si je suis à Strasbourg, que j'ouvre mon ordinateur et que je vais sur un site japonais, je passe par un point relais qui est à Paris, ensuite on passe par les câbles sous-marins et on arrive du côté des États-Unis, et du côté des États-Unis, on est redirigé à ce moment-là sur le Japon. Donc on a vraiment voilà, ce jeu qui se fait pour partir de notre navigateur jusqu'à la page web qui nous intéresse, avec tous les serveurs intermédiaires qui vont faire un petit peu rebond sur la requête. Donc là, c'est en fait le chemin que fait ta requête via les câbles sous Internet ou c'est vraiment que pour les données? Ça veut dire que la donnée est là-bas, donc elle va la chercher là-bas, mais est-ce que ça veut forcément dire que ça passe entre guillemets dans les câbles? Oui, complètement. Là, le trait qu'on voit de là à là, ça passe par les câbles sous-marins dont tu as parlé. Et il doit y avoir d'autres câbles qui relient de là à là. Alors après, j'imagine que ce site simplifie un petit peu le cheminement qui est pris, parce que là, à chaque fois, ça vole d'oiseau, mais il faut imaginer que quand on va de là jusqu'à là-haut, les câbles ils vont être un peu en zigzag, selon le relief et tout, pour arriver jusqu'au Japon. Voilà. Et selon l'heure de la journée dans laquelle je vais faire la requête, peut-être que des câbles vont être plus ou moins sollicités, et peut-être que je vais passer par un tout autre chemin. Peut-être que d'ici, j'irai à Paris, mais que je vais passer plutôt par ici. Ensuite, je vais passer par la partie asiatique, et hop, j'arriverai du côté du Japon. Hop, plutôt ici. C'est hyper cool cet outil pour visualiser, franchement. Ouais. Merci pour ça, Mathieu. Et tout ça, on peut le faire évidemment en ligne de commande aussi. Alors, je ne sais pas si j'ai encore la ligne de commande en sauvegarde. Non, alors c'est un traceur quelque chose, il faudrait que je la retrouve. Mais grosso modo, ce qu'on vient de voir ici, on peut le faire en ligne de commande depuis un terminal pour voir justement tous les serveurs par lesquels on passe. Voilà. Donc, je verrai si en discutant, j'arrive à le retrouver de côté. Je l'avais trouvé l'autre jour, mais je l'ai plus mis de côté. On a 2 petites questions dans le chat. On a Anxi qui nous dit: «Est-ce que les blacklists sont ciblées sur les identifiants malveillants?» Alors une blacklist, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un fichier texte très, très simple dans lequel on va lister, plein d'IP. Plein d'IP qu'on considère comme, malveillantes, et voilà, c'est ni plus ni moins que ce fichier-là. Bon, je sais pas trop si ça répond à la question du coup. Juste pour compléter cette réponse-là, Anxi, attention. Une blacklist, c'est une liste, c'est comme son nom l'indique, une liste noire
Donc, on va dire, ben, un tel, je veux pas, un tel, je veux pas, un tel, je veux pas. Le problème, c'est qu'on va souvent se baser sur des noms de domaine. D'accord? Potentiellement, on peut se baser sur des IP. On n'est pas rentré dans le détail des DNS là, mais quelque part, qu'est-ce qui se passe pour faire toutes ces communications? En fait, c'est qu'entre ton périphérique d'entrée et le serveur d'arrivée, il y a ce qu'on appelle des DNS, qui en fait, alors, ce sont pas. Il y a des serveurs DNS et des DNS un peu différents, mais le DNS, le principe, c'est d'avoir une correspondance entre les IP, qui sont des numéros super chiants à retenir, et les noms de domaine, qui sont beaucoup plus faciles. Hein. C'est facile de retenir toto.com, c'est un peu moins simple de se dire « Ah mais oui, je vais sur 148.134, etc. » D'accord? C'est pas très facile. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les blacklists vont indexer ce genre d'éléments. Mais ils peuvent être corrompus aussi. Les pirates sont pas bêtes, ils savent très bien que ces listes existent. Donc, ils peuvent les corrompre. Donc, quelque part, tes blacklists peuvent marcher ou pas. Ça dépend jusqu'où tu as été compromis. C'est un jeu du chat et de la souris. C'est vraiment en permanence, elles doivent être mises à jour, les pirates les contournent, on les remet à jour, etc., etc. On a Anxi qui nous disait aussi, j'allais demander si on doit passer par l'Arménie pendant que les câbles ont été coupés, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est sûr. Mais après, il y a d'autres chemins qui sont faits, mais je crois que ça avait coupé internet pendant plusieurs heures quand même, donc pas Non, évident. mais tu pédales, c'est pas grave. Il y a Xem qui nous dit: «Est-ce qu'avec le temps, on passera de plus en plus sur du satellite?» Ah, c'est une bonne question ça. Bonne question, ouais. C'est une bonne question. Alors, on a parlé des câbles sous-marins et évidemment, il y a aussi des connexions par satellite et pour comprendre si on va passer, demain dans les satellites, il faut un petit peu comprendre la différence entre les 2. Il faut savoir que dans les câbles sous-marins, on va plutôt utiliser de la fibre optique. Donc, je crois que cette techno-là, sous vide, on n'est pas très loin de signaux qui vont à la vitesse de la lumière, quasiment. Par satellite, on est plutôt sur des ondes radio et de mes vieux souvenirs, je crois qu'on est sur du 300 000 mètres. Je ne veux pas dire de bêtises, mais grosso modo, le temps de propagation de l'onde radio est beaucoup plus lent que par la fibre optique. Donc, est-ce qu'il faudrait utiliser du câble partout pour que Internet soit accessible très très rapidement? La réponse est oui et la réponse est non. On a vu avec les événements récents, notamment en Ukraine, que le réseau par satellite a été particulièrement efficace, hein, parce que justement, l'inconvénient avec le câble, c'est que on peut le détériorer, on peut le couper, la dame tout à l'heure qu'on a vu, qui en 2011 a coupé le câble. Moi, j'ai un câble comme ça avec un pays entier qui transite. J'ai plus envie de me brancher dessus et d'écouter toutes les connexions du pays. Ça me donne plus envie de ça. Bref, donc il y a des aspects qui sont liés à la sécurité, il y a des aspects qui sont liés à tout ce qui est entretien du câble et tout, qui sont des contraintes qu'on n'a pas sur des connexions via satellite. Mais après, par satellite, comme je l'ai dit tout à l'heure, la connexion est beaucoup plus lente. Et il faut une techno quand même beaucoup, beaucoup plus robuste. Un satellite, il faut les envoyer dans l'espace. C'est beaucoup plus péchu que des câbles qu'on pose. Donc, est-ce que par la suite, on sombrera tous sur les satellites? On a besoin des deux. On a besoin des deux. Clairement, là, pour le flux réseau qui passe aujourd'hui, si on passait par satellite, on verrait peut-être même plus les étoiles dans le ciel pendant la nuit. On a Amina qui nous dit Starlink. Oui, c'est ça, oui. C'est déjà le problème avec Starlink, c'est que les astronomes ont râlé. Il y a plein Oui. d'articles, parce que quand les constellations de satellites, ils se suivent, hein, les petits satellites Starlink, là, quand ils passent, ils ne peuvent plus observer le ciel. On a Sacha qui nous dit, on va peut-être conclure là-dessus, Hmm. tous ces câbles tirés et les serveurs ont aujourd'hui une conséquence écologique. C'est quoi l'avenir pour réduire l'impact écologique de tout ça? Là, la partie écologique, elle est toujours un peu compliquée dans notre domaine, parce que de toute façon, on va pouvoir que limiter les dégâts, parce que quelque part, le boulot d'un développeur et donc d'Internet et tout ça, ou même des gens qui font du réseau, hein, parce que là, on est à mi-chemin entre quelque part le développeur, comme a montré Mathieu, avec le serveur et tout ça, mais la partie réseau, avec tout ce qu'on a vu, l'interconnexion de câbles, l'adressage IP, etc. Oh, fun fact, il y a les 2 formations à la Wild, franchement, ça c'est cadeau. Mais du coup, en fait, le côté, le cœur de notre métier, c'est quand même de consommer un maximum d'énergie. C'est-à-dire que nous, on va quand même bouffer énormément d'électricité. Donc, à partir de là, de toute façon, et puis des métaux rares aussi. Donc, l'impact écologique, on va pouvoir quelque part le limiter. On ne va jamais pouvoir faire quelque chose de bien. Bon, maintenant, pour répondre à la question, est-ce que les câbles et les serveurs ont une conséquence écologique? Oui. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On l'avait déjà un peu vu dans une vidéo plus tôt. On peut laisser les serveurs chauffer, pas les refroidir tout le temps. On peut réutiliser cette chaleur ailleurs. Là, en ce moment, il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de recherches qui sont faites sur le fait de réutiliser la chaleur, mais pas que dans notre domaine, dans l'industriel aussi, parce que l'industrie chauffe énormément. D'accord? Toute cette chaleur,
peut être recyclé avec, certes, une dégradation importante, mais c'est déjà mieux que rien, en électricité. D'accord? Donc, parce que tout ça, ce sont des énergies, en fait. Donc, oui, on va pouvoir faire des efforts, mais quelle est l'avenir pour réduire l'impact écologique? Ben, typiquement, des choses comme la 5G, est-ce que c'est vraiment fondamental? Dans le cas de 90% des gens, non, on s'en fiche. Par contre, ça consomme énormément. Voilà, donc du coup, ce sont des choses. Mais là, on rentre dans le politique. Donc du coup, ben, ce n'est pas forcément à nous de pouvoir vous donner des réponses précises. Nous, ce qu'on peut faire, c'est vous donner des pistes de réflexion. Concrètement, est-ce que vous avez besoin de tel ou tel élément? Est-ce que vous avez besoin d'utiliser le moteur de recherche qui, lui, a un annuaire ou une base de données bien faite et optimisée pour avoir une recherche rapide parce qu'il a cette recherche 200 fois par jour, 2000 fois par jour? Ou est-ce que vous allez demander à une IA qui, elle, quelque part, va devoir construire son corpus de réflexion et qui va, en fait, quelque part, à chaque fois, refaire la même demande et donc consommer énormément? Bah, des fois, c'est bien de passer par l'IA, des fois, ça va être mieux de passer directement par le moteur de recherche. Voilà. Ça, c'est vraiment à vous de voir petit à petit, quoi. Complètement. Très bonne conclusion. Benoît, merci beaucoup. C'est vrai qu'on utilise internet tous les jours et on se pose pas forcément la question de savoir comment ça marche vraiment derrière et on se rend pas compte à quel point c'est des grosses infrastructures et à quel point c'est technique derrière, tout ce qui a été développé pour que ça fonctionne, aussi bien tous les jours. Donc donc merci d'avoir, décrypté un petit peu tout ça. Bah, Bon, écoutez, en tout cas, c'était plutôt chouette, avec plaisir. Ça fait la deuxième fois qu'on se fait ça et bah, pour les prochaines fois, au plaisir, hein. Bah, ouais, carrément. c'est franchement, j'aime bien. Et là, franchement, dans le chat, c'était bien de participer plus. Nous, Mmh. on a plein de choses à vous dire. On essaye de se restreindre et de ne pas vous noyer. Mais en fait, franchement, mais demandez ce que vous voulez parce que nous, ça nous fait plaisir de partager avec vous. Merci beaucoup en tout cas, Benoît et Mathieu, puis, bon appétit à la soupe avec Ouais, à vos la soupe. burgers et à la À la soupe quand même. soupe! Merci à vous! Bonne journée à tous.